Il y a une chance sur 1 milliard que nous vivions dans une réalité de base. Elon Musk. Notre univers tout entier est peut-être une expérience scientifique menée par un collégien dans un autre univers. Ray Kurzweil. La singularité est proche. Lorsque les humains transcenderont la biologie, plus on creuse la physique et la philosophie de la chose, plus on se rend compte que se considérer comme un joueur dans un jeu ou une simulation de réalité virtuelle est en fait une assez bonne métaphore pour le voyage de l'éveil spirituel. Rizwan Virk, l'hypothèse de la simulation. Une théorie de flexion de l'esprit qui a choqué le public est apparue au cours de la dernière décennie. En 2003, Nick Bostrom, philosophe à l'université d'Oxford, a écrit un article intitulé Are You Living in a Computer Simulation? L'article de Bostrom présentait l'hypothèse de la simulation avec un cadre philosophique et probabiliste si rigoureux qu'il continue à ce jour d'avoir un impact sur la vie des gens. Bostrom ne s'est pas contenté d'introduire l'hypothèse de la simulation, il l'a élevée à un niveau tel qu'elle exige d'être considérée comme une possibilité scientifique et philosophique légitime. L'hypothèse de la simulation postule que notre réalité perçue pourrait n'être rien de plus qu'une simulation numérique avancée, orchestrée par une intelligence supérieure inconnue. Semblable à la réalité virtuelle, VR, mais à un niveau beaucoup plus sophistiqué, la réalité virtuelle si avancée que nous nous retrouvons à vivre dans un univers simulé par ordinateur et à le vivre comme réel. Cette idée a trouvé un écho chez de nombreux penseurs sérieux. Certains sont allés jusqu'à dire que la simulation était un moyen d'améliorer la qualité de la vie. Cette idée que notre prétendue réalité est en fait une illusion n'est pas nouvelle. Dans les traditions philosophiques orientales et occidentales, elle a été suggérée depuis longtemps, notamment dans des concepts tels que l'allégorie de la caverne de Platon et les notions hindoues de l'irréalité du monde. Cependant, l'hypothèse de la simulation fait entrer ces conceptions philosophiques et spirituelles dans le domaine des possibilités technologiques. Si nous vivons effectivement dans une simulation, qu'est-ce que cela signifie pour la compréhension spirituelle, l'illumination ou l'éveil et la conscience humaine? La réalité physique comme une illusion, ou plutôt, devons-nous redéfinir l'éveil spirituel pour l'ère numérique comme la transcendance de l'illusion simulée? Mais surtout, est-il possible de s'éveiller dans un univers simulé? Le concept selon lequel le monde ou la réalité est une illusion ou une simulation élaborée s'exprime à la fois dans les cultures orientales et occidentales. En Orient, notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, le concept de Maya est étonnamment similaire à l'hypothèse de la simulation. Dans la philosophie hindoue, Maya fait référence à l'illusion cosmique dans laquelle le monde matériel est perçu comme réel, masquant la véritable réalité immuable de Brahman, la réalité ultime. Le bouddhisme, qui met l'accent sur le concept de vide, sunnata, et sur la nature insaisissable du monde matériel, présente également des similitudes. La pensée bouddhiste affirme que le monde phénoménal est dépourvu d'existence inhérente, tout comme la nature artificielle d'un environnement simulé. Ces philosophies orientales encouragent les pratiques spirituelles visant à percer cette illusion. Plus loin dans cette vidéo, nous examinerons de plus près à quoi pourrait ressembler une pratique visant à transcender une réalité simulée par ordinateur. Dans la pensée occidentale, les œuvres de philosophes classiques tels que Platon et Descartes proposent des allégories et des expériences de pensée qui ressemblent étrangement à l'hypothèse de la simulation. L'allégorie de la caverne de Platon, décrite dans La République, décrit des prisonniers qui, enchaînés dès leur naissance dans une caverne et forcés de faire face à un mur, ne perçoivent le monde extérieur à la caverne qu'à travers les ombres projetées sur ce mur. L'allégorie de Platon suggère que notre perception de la réalité peut être éloignée de la réalité réelle. Les ombres sur le mur sont la réalité superficielle, vécue dans un monde simulé, le monde réel existant au-delà de notre perception immédiate. René Descartes, penseur important de la philosophie occidentale, remet en question notre acceptation aveugle de la vérité de la réalité dans ses méditations sur la philosophie première. Descartes cherche à trouver une connaissance dont on ne peut douter en doutant d'abord de tout ce dont il est possible de douter. À cette fin, il suggère que nous pourrions facilement douter de la réalité du monde physique, tel qu'il pourrait être en réalité le fruit d'un démon trompeur. Les similitudes avec l'hypothèse de la simulation sont évidentes. À l'ère numérique, cependant, au lieu d'un démon, c'est une civilisation avancée qui a créé un code informatique sophistiqué que nous vivons maintenant faussement comme la réalité. L'exercice philosophique du doute extrême de Descartes souligne l'importance de ne pas se contenter d'accepter la réalité vécue. C'est plutôt en remettant en question sa réalité que nous ouvrons la possibilité non seulement de révéler son irréalité, mais aussi de découvrir ou de réaliser ce qui se trouve au-delà de sa nature illusoire. L'exploration du doute extrême par Descartes
a mené à une conclusion fascinante. Elle a conduit à son cogito ergo sum, je pense donc je suis. En d'autres termes, Descartes est arrivé à la conclusion que si tout le reste pouvait être mis en doute, y compris la réalité du monde, la seule chose qui ne pouvait pas être mise en doute, qui était absolument hors de doute, était l'existence du moi pensant. Cela signifie que même si notre réalité pouvait être simulée, que ce soit par un démon ou par une civilisation avancée, la conscience qui fait l'expérience de cette réalité simulée doit elle-même être réelle. Le doute cartésien ne remet pas seulement en question l'authenticité du monde perçu, mais réaffirme également la certitude et l'importance de la conscience individuelle au sein de toute réalité donnée, simulée ou non. Cependant, les conclusions concernant la nature du soi auxquelles aboutit la pratique spirituelle de l'enquête sur soi sont très différentes de celles auxquelles est parvenu Descartes. Pour Descartes, le soi est, à la base, un soi pensant. L'Advaita Vedanta, en particulier tel qu'il est enseigné par le grand sage indien Ramana Maharshi, indique une conception du soi beaucoup plus profonde, plus vaste et plus ouverte que celle du soi pensant de Descartes. Mais tout d'abord, quel est le statut exact de la conscience individuelle dans un univers simulé ? Selon certaines versions de l'hypothèse de la simulation, la conscience est une propriété émergente de la simulation, un simple sous-produit des algorithmes complexes et des processus informatiques. Ceci reflète les points de vue matérialistes des neurosciences et de la psychologie, qui considèrent que la conscience découle de processus physiques. L'hypothèse de la simulation ajoute un élément supplémentaire à ce point de vue, en suggérant que si notre cerveau fait lui-même partie de la simulation, la conscience devient alors une propriété émergente de second ordre. Ceci signifie que la conscience n'est pas simplement l'épiphénomène de l'activité neuronale, mais aussi du code informatique sous-jacent qui constitue l'univers simulé. La conscience est-elle quelque chose d'extérieur à la simulation, quelque chose créé par une entité ou un processus quelconque? Ou la conscience peut-elle être un aspect fondamental de la réalité? Il y a une chance sur 1 milliard que nous vivions dans une réalité de base. Elon Musk. Notre univers tout entier est peut-être une expérience scientifique menée par un collégien dans un autre univers. Ray Kurzweil. La singularité